Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre émission À vos droits. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet sensible qui est celui de la santé et de la détention. Pour cela, nous avons la chance d'accueillir deux étudiantes en master de droit de la responsabilité médicale qui vont répondre à nos questions aujourd'hui. Bonjour Agathe et bonjour Caroline. Bonjour. Mais avant de démarrer sur le sujet santé et détention, je vais vous rappeler la prise en charge du détenu lorsqu'il est hospitalisé ou lorsqu'il demande une simple consultation médicale. En effet, il existe 3 niveaux. Le niveau 1, 2 et 3. Concernant le niveau 1, comme vous l'avez compris, il s'agit de la consultation médicale dans une prison. Concernant la prise en charge du détenu, en niveau 2, il s'agit d'une hospitalisation dite de courte durée, c'est-à-dire inférieure à 48 heures. Concernant la prise en charge du détenu en niveau 3, il s'agit d'une consultation de longue durée lorsque le détenu est dans un hôpital afin d'y être soigné. Il est en effet dans une chambre sécurisée et constamment surveillé. Donc Agathe, je viens de décrire ces 3 niveaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Alors oui, tout à fait. Il y a un cas particulier qui est l'établissement public de santé nationale de Fresnes. Donc il est particulier parce que c'est un hôpital à la fois. Donc c'est une prison et un hôpital. Donc le détenu n'a plus à se déplacer. Il y a un service de radiologie, de consultation, de médecine et de réadaptation. Il accueille tout type de personnes, que ce soit des hommes, des mineurs ou des femmes, pour tout type de peines, des longues peines, des courtes peines, des crimes et des délits. D'accord, très bien. Imaginons, je suis une détenue, je désire avoir un rendez-vous médical. Quelle va être la procédure ? Alors, tout d'abord, il y a des consultations médicales obligatoires d'entrée et de sortie du détenu. Mais durant la peine, s'il a un problème de santé quelconque, il doit faire un petit résumé de son problème de santé et faire une demande orale ou écrite à un surveillant ou à une infirmière. Il peut également faire une demande directement au médecin de la prison. Et le rendez-vous est obtenu très vite. Généralement, 2 jours maximum suffisent. Mais ces 2 jours de rendez-vous, ils sont assez rapides lorsque le détenu il consulte un professionnel de santé qui se situe au sein de l'établissement pénitentiaire, au sein de la prison. Toutefois, il n'en va pas de même pour les médecins spécialistes. Le délai de rendez-vous est beaucoup plus long. À titre d'exemple, on peut citer un détenu qui est resté sans soins de rééducation durant 3 ans alors qu'il souffrait d'une incontinence anale, d'une incontinence urinaire et qu'il ne pouvait se rendre aux douches qu'avec l'aide de son codétenu. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté actuellement, Adeline Hazan, explique cette situation par la pénurie de spécialistes, par la contrainte que représente l'extraction de la prison pour motif médical qui nécessite la mobilisation de plusieurs surveillants pénitentiaires, mais également par la contrainte de temps que cela représente pour les spécialistes qui mettent environ 3 heures à entrer dans la prison du fait des différents contrôles auxquels ils vont être soumis. Toutefois, on félicite l'émergence de la télémédecine qui commence à entrer dans nos prisons et qui permet un accès rapide et de qualité aux médecins spécialistes. En effet, merci beaucoup pour votre précision, Caroline. Donc maintenant, la question est si je suis un détenu, mais cette fois-ci, non pas en situation normale, mais en situation d'urgence. Comment ça se passe ? Alors, en situation d'urgence, le surveillant peut appeler le SAMU qui va évaluer l'urgence et pourra envoyer une aide nécessaire si besoin est. Donc, si le SAMU se déplace et finalement le détenu a besoin d'une hospitalisation, ce n'est pas le SAMU qui va le transférer, mais bien l'équipe, les surveillants pénitentiaires, justement à cause de ce besoin, cette nécessité de sécuritaire. Donc c'est pour ça que, comme le disait Caroline, ça peut être très très long parce que justement il y a une nécessité d'avoir du personnel et une organisation plutôt soutenue. Et justement un détenu nous avait témoigné qu'il a fallu 5 heures pour le déplacer à cause d'une dislocation du genou. Donc en effet, c'est vraiment une prise en charge extrêmement longue dans ces situations-là. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est je suis un détenu, j'ai obtenu mon rendez-vous médical, mon médecin m'a prescrit un traitement, mais qui dit traitement dit médicament. Et là, je vous pose la question, Agathe, comment sont distribués les médicaments en prison ? Alors les médicaments sont distribués tous les jours par les infirmières. Donc il y a certains médicaments qui traitent des dépendances, comme les dérivés morphiniques ou de la méthadone, etc. Donc, ils font l'objet d'un certain trafic en prison. Donc, l'infirmière va vérifier que le détenu malade
prend bien son médicament et généralement il le prend devant elle. Parce qu'ils essayent un maximum de ne pas ramener les médicaments en cellule, justement pour ne pas que les médicaments servent à autre chose que soigner le malade. Très bien. Donc, une fois que mon détenu a eu ses médicaments, il y a une question qui se pose un peu plus financière, un peu plus économique, c'est est-ce que les soins en prison sont remboursés? Si oui, sous quelles conditions? Alors oui, les soins sont remboursés comme à l'extérieur. Donc dès son incarcération, le détenu est affilié à le régime général de la sécurité sociale. Donc c'est la CMU, la couverture maladie universelle. Donc il bénéficie des prestations maladie comme à l'extérieur. Ces soins constituent des soins dits de base. Et ça va être prolongé 1 an après sa libération. Donc concernant la part qui est non remboursée, elle sera prise en charge par l'établissement pénitentiaire pour ses soins de base. Concernant les soins moins sommaires comme les lunettes ou les prothèses dentaires, ici, il y a un accord de l'assurance maladie qui doit être fait. Donc, l'unité au sein de la santé qui s'occupe des soins va informer le détenu, donc le patient, ça reste à charge, donc la part non remboursée. Le directeur, quant à lui, va vérifier qu'il y a un solde suffisant sur le compte du détenu. Et le détenu recevra son devis et pourra ensuite payer. Donc, il peut se faire bien sûr aider de sa famille ou encore utiliser son compte épargne de sortie pour payer cette somme. In fine, s'il n'a pas les moyens pour payer cette part non remboursée, l'établissement pénitentiaire prendra la dépense en charge. Mais est-ce que ces détenus ont une mutuelle? Oui, ils peuvent avoir une mutuelle et c'est à peu près le même type de contrôle. Le directeur va vérifier le solde disponible sur le compte du détenu pour voir s'il peut payer lui-même ses cotisations. Très bien. Merci Agathe d'avoir répondu à toutes nos questions sur la prise en charge du détenu. Maintenant, je me tourne vers vous, Caroline. On va évoquer les conditions de vie du détenu. Donc, Caroline, est-ce que vous avez vu les photos de la prison des Baumettes à Marseille? Oui, évidemment. Donc, sur ces images, on peut constater dans certaines cellules la présence de nombreux rats, de détritus, ou encore d'inondations. Donc, est-ce que aujourd'hui, pour vous, les conditions de vie du détenu mettent en danger la santé du détenu? Eh bien, vous nous le rappelez bien en évoquant la prison des Baumettes, mais plus près d'ici, à Sequedin, un détenu avait intenté, en 2016, une action en justice contre l'État dénonçant des conditions de détention d'il y a 3 siècles, et il évoquait notamment la présence de nombreux rats. Mais c'était en 2016. Aujourd'hui, on est en 2018, on est 2 ans après. Est-ce qu'il y a eu une modification depuis ? Eh bien, malheureusement non, puisque Jawad Ben Daoud, lors de son procès très récemment, s'est ému de la présence de ces nombreux nuisibles et il a appelé d'ailleurs le gouvernement à rénover les établissements pénitentiaires, les prisons, avant d'en construire de nouveaux. Comment pouvez-vous rester en bonne santé quand votre cellule fait 11 mètres carrés, qu'elle n'est pas ventilée et que les toilettes sont situées à proximité du lieu où se tiennent les repas? Un médecin hygiéniste avait d'ailleurs relevé que le détenu est exposé de par la configuration des lieux alors qu'il est à l'origine en bonne santé à l'hépatite B, l'hépatite C, la méningite ou encore la tuberculose. Très bien. Donc, de ce que vous dites, si un détenu arrive en détention en bonne santé, clairement, il n'est pas sûr d'en ressortir en bonne santé. Effectivement. Donc, la question qu'on peut également se poser, c'est le cas particulier des détenus qui arrivent déjà malades. Est-ce qu'on a des cas particuliers qui s'appliquent pour eux? Comment ça se passe pour ces personnes? Alors, vous l'avez compris au travers de mes explications, la prison est un milieu hautement pathogène, c'est-à-dire que c'est un milieu favorable au développement des maladies. Et pour cette raison, la loi Kouchner du 4 mars 2002 a créé la suspension de peine pour motif médical. Cette suspension de peine, elle est possible lorsque le pronostic vital du détenu est engagé ou lorsque les conditions de détention sont durablement incompatibles avec l'état de santé du détenu. Cette suspension de peine n'est pas automatique. Le juge d'application des peines exerce un double contrôle. Il vérifie tout d'abord qu'il n'y a pas de risque grave de réitération de l'infraction et il vérifie ensuite que les conditions de détention sont bien incompatibles avec l'état de santé du détenu. Patrick Henry, qui avait été condamné en 1977 pour le meurtre d'un enfant de 7 ans, a d'ailleurs bénéficié de cette suspension de peine puisqu'il était atteint d'un cancer des poumons en phase terminale.
Donc Caroline, vous nous avez évoqué les conditions de vie des détenus en France, mais qu'en est-il des prisons, par exemple dans une prison à l'international ou dans l'Union européenne? Est-ce que les conditions de vie du détenu dans d'autres prisons sont similaires ou en totale contradiction avec celles de la France? Alors il y a une situation équivalente en Belgique et également en Italie, car les conditions sanitaires sont difficiles, notamment à cause de la surpopulation carcérale, et certaines conditions de vie sont parfois terribles. En effet, en Belgique, un homme était resté sans eau ni toilette pendant plus de 9 semaines. Chose terrible. Toutefois, il y a des pays qui, je l'espère, en la matière seront précurseurs. Il s'agit des pays scandinaves comme le Danemark et surtout la Norvège. Norvège qui possède la prison qui a été qualifiée de prison la plus humaine du monde. Alors la plus humaine du monde, c'est assez idéaliste. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, dans cette prison, le détenu possède une cellule dans laquelle il vit seul, dans laquelle il y a une salle de bain. L'administration pénitentiaire favorise également les activités sportives et à ce titre possède son propre mur d'escalade et elle favorise également les activités créatives puisqu'elle possède une bibliothèque et elle permet aux détenus de former un groupe de musique pour enregistrer ses créations. Merci beaucoup Agathe et Caroline d'avoir répondu à nos nombreuses questions sur la prise en charge du détenu et sur les conditions de vie du détenu. Donc finalement, on constate que la santé et la détention ne sont aujourd'hui pas compatibles, mais peut-être qu'un jour elles le seront. Nous l'espérons. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur À vous droit. Merci. Merci.